L'association de développement de l'apiculture, représentée ici par Marie, et la chambre d'agriculture par moi-même, Céline Beluche, anime depuis de nombreuses années des rencontres d'échange entre agriculteurs et apiculteurs. Et plus activement, depuis 2018, nous travaillons de concert dans le cadre de suivi de ruchers à proximité de cultures, dont certaines sont exploitées par des membres du groupe Défi que j'anime. Le premier projet commun était sur Vapi, inscrit dans Ecophyto depuis 2018. Il a permis de suivre des ruchers au cours de plusieurs saisons, en Haute-Saône et dans le territoire de Belfort et dans d'autres régions de France, pour évaluer la santé des colonies d'abeilles et leur exposition phytosanitaire avec un croisement des pratiques agricoles. Pour faire suite à ce projet, le projet OCAPI, qui est l'acronyme de Outils de conseil agricole en faveur des abeilles et de l'apiculture, a été conduit par 6 chambres d'agriculture et l'Institut de l'abeille en 2022 et 2023 et avait pour but de sensibiliser et de former des agriculteurs sur les abeilles et leurs besoins et d'apporter des réponses concrètes pour développer des pratiques favorables aux pollinisateurs. Une multitude de ressources telles que des guides, des vidéos et des formations sont disponibles sur ce site web et vous aurez le lien à la fin de ce webinaire, créé donc dans le cadre de ce projet OCAPI. Dans le cadre d'une autre expérimentation, cette fois sur la culture de Sylphie en Haute-Saône, nous avons 3 années de suivi de ruchers lorsque la culture est en fleurs, vous le verrez tout à l'heure. Nous avons également travaillé avec les fédérations de chasse de Franche-Comté pour évaluer l'intérêt de couverts intermédiaires mellifères avant hivernage des ruches. Donc, ce webinaire vise à partager une partie des enseignements de ces projets menés en Haute-Saône et dans le territoire de Belfort au nord-est de la Bourgogne-Franche-Comté, et nous sommes en secteur de polyculture-élevage. Pour cela, nous interviendrons à 2 voix, Marie et moi, en scindant notre propos en 2 parties. La première, quelle exposition des abeilles aux phytosanitaires en grande culture et comment les limiter? La deuxième, comment améliorer les ressources alimentaires des pollinisateurs? Et nous répondrons à vos questions entre les 2 parties. Mais avant de commencer, nous allons sonder vos connaissances à partir de 3 questions disponibles sur le WooClap. Donc l'objectif, c'est un peu de mieux comprendre l'apiculture, de voir quelles sont vos connaissances pour vous expliquer un petit peu le type d'expérimentation qu'on peut mener sur les ruches. Par rapport à la première question qui est affichée, n'hésitez pas à répondre. Donc en fait, on parle de miel monofloral. La majorité des miels qui sont produits sont des miels polyfloraux, c'est-à-dire qu'ils sont issus de plusieurs plantes, mais sur certaines plantes, on peut faire qui donnent beaucoup de miel, de nectar, on peut faire ce qu'on appelle du miel monofloral. Ben, je vous propose qu'on passe à la deuxième question. Il y en a 3 au total, qui concernent le nombre de colonies d'abeilles qui sont déclarées en France. Pour rappel, en fait, l'apiculture est à déclaration obligatoire, donc toutes les personnes qui détiennent des ruches doivent faire une déclaration annuelle pour informer du nombre de colonies qu'ils détiennent. Et je vous propose de passer à la dernière question avant de revenir au diaporama. Voilà, je vous propose de revenir au diaporama si vous avez tous pu participer. Et on reviendra sur le WooClap un peu ultérieurement lors de la deuxième partie où on vous reposera aussi des questions. Pour reprendre les quelques chiffres, donc par rapport aux miels les plus produits en France en monofloral, on retrouve le colza en première place dans l'année 2023, suivi par l'acacia et le tournesol, ce qui montre bien l'importance des grandes cultures pour l'apiculture. Ah, apparemment, il y a des personnes qui ne voient pas le diaporama. Il va peut-être falloir passer sur la version en ligne pour que ça soit plus facile. Donc le colza représente 9% des récoltes en France en 2023, suivi de l'acacia et du tournesol. Donc ce sont les principaux miels monofloraux qui sont produits. Et on voit que sur ce top 3, 2 sont des cultures qui seraient des cultures. Donc on voit bien l'importance que pour l'apiculteur des grandes cultures. Concernant le nombre de colonies, en 2023, il y avait environ 1 800 000 colonies qui avaient été déclarées en France, ce qui représente à peu près 3 ruches au kilomètre carré. Donc même si on a parfois tendance à ne pas les voir dans notre environnement, elles sont bien présentes sur l'ensemble du territoire. Et comme vous pouvez le voir sur la cartographie, la densité en colonies d'abeilles est plus importante sur le sud de la France par rapport au nord. Pour vous expliquer un petit peu mieux le fonctionnement des abeilles, on vous a mis un schéma à côté qui représente le nombre d'abeilles dans une colonie qui va évoluer au cours du temps.
On va parler d'une phase d'hivernage qui va y avoir entre le mois d'octobre jusqu'au mois de février en fonction des régions, où en fait là, la colonie va se mettre un petit peu à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir, moins en tout cas, d'élevage de nouvelles abeilles. Donc la reine dans la ruche va arrêter de pondre. Va s'en suivre au mois de mars quand la nature reprend vie et qu'il y a de plus en plus de ressources, qu'on appelle une phase de développement, où la colonie va se développer de plus en plus et le nombre d'abeilles va augmenter. On va arriver à un pic entre le mois de mai et juin environ. Et après, il va y avoir la préparation en hivernage qui correspond à la diminution des ressources dans la nature, où le nombre d'abeilles dans la colonie va diminuer de plus en plus pour retourner à la phase d'hivernage. Et en fait, on va dire que c'est entre le mois de mars et août que va se situer le gros de la saison apicole, où l'apiculteur va réaliser ses élevages, les mielés, les services de pollinisation. Quand on parle des causes de déclin des colonies, souvent c'est multifactoriel, c'est ce que vous avez pu voir dans le quiz, c'est-à-dire que l'environnement va pouvoir jouer un rôle, notamment sur l'alimentation, donc il va y avoir des rarifications de l'alimentation, autrement de l'irrégularité dans les ressources alimentaires. Le climat va aussi avoir un impact avec des alternances de sécheresse, par exemple, ou un mauvais temps qui va faire que les abeilles ne vont pas pouvoir aller récupérer les ressources dans leur environnement, et aussi les pratiques agricoles qui vont influencer le paysage. Un autre des gros critères, c'est tout ce qui est agent biologique, notamment les parasites avec le varroa qui a été introduit dans les années 80 et qui est un gros point noir de l'apiculteur. Aujourd'hui, tous les apiculteurs sont obligés de traiter leurs colonies pour lutter contre cet acarien. Ça va être un des gros facteurs et toutes les maladies qui sont associées à cet acarien, mais aussi les agents chimiques avec l'exposition des abeilles, notamment aux produits phytosanitaires. Et pour finir, les pratiques apicoles vont aussi jouer un rôle important, que ce soit le suivi des ruches, le nourrissement, les conditions sanitaires et aussi les génétiques des abeilles qu'on utilise. Voilà pour faire un petit peu le tour. Concernant les besoins alimentaires des abeilles, ils vont être de 3 ordres. Donc, le nectar, le pollen qu'elles vont récupérer sur les plantes et aussi les besoins en eau. Donc, le nectar, c'est vraiment la source énergétique des colonies d'abeilles qui va leur servir aux abeilles à voler pour transformer le miel, etc. Le pollen, c'est la ressource unique en protéines, ce qui va servir plutôt à élever tout ce qui est larves d'abeilles, donc les futures générations. Et les besoins en eau, une abeille est composée majoritairement d'eau, mais aussi elles en ont besoin pour réguler la température dans les colonies d'abeilles. Donc c'est pour ça que les abeilles ont besoin de beaucoup de ressources tout au long de l'année et le but c'est qu'elles soient le plus diversifiées possible pour pouvoir leur garantir une bonne santé. Et il faut savoir aussi qu'une abeille peut aller butiner dans un rayon qui va jusqu'à 3 km de distance de la ruche. Voilà un petit peu pour vous faire un état des lieux de ce qu'est l'apiculture rapidement. Et pour aller un peu plus loin, on va vous expliquer quelles mesures nous on peut prendre dans le cadre des expérimentations en apiculture qu'on fait. Tout d'abord, on a vu que les colonies, elles vont avoir un développement différent tout au long de l'année. Donc, ce qu'on peut faire pour suivre ce développement, c'est voir l'évolution du poids des colonies qui vont nous permettre de savoir si la colonie se développe bien, mais aussi si elles arrivent à rentrer des ressources. On observe aussi ce qu'on appelle la dynamique des colonies avec une méthode qui s'appelle le Colleval, qui permet en fait d'évaluer la quantité en pourcentage de ce qu'il y a dans la ruche. Donc, c'est-à-dire qu'on va soulever les cadres de la ruche un par un et on va évaluer sur chaque cadre la présence du couvain. Donc, le couvain qui correspond à l'ensemble des larves, nymphes et œufs dans la colonie, mais aussi les réserves en miel, les réserves en pollen et les abeilles qui sont présentes dans la ruche, pour voir si nos colonies qu'on suit suivent bien l'évolution de la courbe qu'on peut voir là ou s'il y a des dysfonctionnements. En autre outil qu'on a, on va parler d'observation des colonies. Donc, on peut observer différentes choses. On peut observer les ouvrières, les butineuses qui reviennent à la ruche, voir si elles ont un comportement normal ou pas, si par exemple elles vont être un peu traînantes sur cette planche d'envol, ou si elles vont avoir des tremblements, ou si tout va bien. On peut aussi observer ce que les abeilles vont sortir de la colonie, si par exemple elles sortent des larves, des cocons, des choses comme ça. Et on va aussi pouvoir faire de l'observation quand on ouvre les ruches, à l'intérieur des ruches. Notamment, on parlait du couvain, donc il peut y avoir des maladies sur le couvain qu'on peut voir à l'œil nu. Ça va être un de nos facteurs, une des mesures qu'on va faire. Je vous ai aussi parlé du varroa, qui est un acarien qui est présent dans toutes les colonies d'abeilles et qui va avoir une vraie influence sur le rendement des ruches, mais aussi la viabilité des colonies. Donc, pour savoir si nos ruches sont en bonne santé, on a un seuil d'autolérance, on estime un seuil, donc on va calculer ça
voir combien il y a de varroa phorétiques donc, présents sur les abeilles. Et on a des seuils de tolérance pour les abeilles qui sont de 0,5 varroa pour 100 abeilles au printemps et 3 varroa pour 100 abeilles en été. Donc on sait que si la colonie a plus que ce nombre de varroa-là, eh ben, ça peut être un facteur qui va influencer sur le rendement des colonies. Et pour finir, on fait des analyses de matrices apicoles. Donc, les matrices apicoles, il peut s'agir de pollen. Pour récolter le pollen, en fait, on a ce qu'on appelle des trappes à pollen que vous pouvez voir sur la photo. On va mettre des peignes et en fait, les butineuses, quand elles vont revenir, elles vont pouvoir passer au travers de ces peignes, mais leurs pelotes de pollen vont rester coincées et nous, on va les récupérer dans un bac. Donc, comme ça, on va pouvoir analyser, savoir quel type de pollen sont présents, les abeilles vont chercher et aussi faire une recherche de contaminants dans ces pollens. On peut aussi analyser les abeilles. Donc, pareil, là, on va par exemple plutôt prendre les butineuses pour voir avec quels contaminants elles ont été en contact dans le cadre des analyses. On peut aussi faire des analyses de miel en allant récupérer le miel dans les colonies. Donc, déjà pour savoir le type de miel avec les pollens qui sont présents dedans, mais aussi les types de sucre. Et on va aussi pouvoir chercher la présence de contaminants. Et pour finir, on peut aussi analyser les cires des abeilles, donc la composition de la cire et aussi s'il y a une présentation ou non de contaminants. Donc voilà un petit peu tout le panel que nous, on a à notre disposition pour mener des expérimentations avec les abeilles, en sachant que, comme vous avez vu, la cause de déclin peut être multifactorielle. Donc dans le cadre de nos études, on essaye à chaque fois de voir quelles peuvent être les causes de ce déclin et de faire un tour d'horizon. Donc nous, on va vous présenter quelques résultats d'expérimentation. On n'a pas pu tous vous les mettre parce que le webinaire était un petit peu court, mais déjà, ça va vous donner un peu une idée des résultats qu'on peut avoir. La première expérimentation qu'on va vous présenter, donc c'est sur VAPI, qui signifie surveiller les contaminations du milieu par les produits phytosanitaires via les matrices apicoles pour améliorer et réduire leur utilisation. Il s'agit d'un projet national qui avait pour but de favoriser les relations entre apiculteurs et agriculteurs à partir de résultats expérimentaux. En Bourgogne-Franche-Comté, on a fait 4 années de suivi sur des ruchers, sur du colza. Et donc, notre objectif, c'était pendant cette année de colza de voir quelles étaient les dynamiques des colonies et leur exposition face à l'utilisation des produits phytosanitaires dans un secteur de polyculture-élevage. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on a suivi 10 colonies sur l'ensemble de la floraison du colza en utilisant la méthode Coleval, en faisant des observations et en récupérant des matrices apicoles, donc qui étaient essentiellement du pollen et des butineuses pour voir si elles avaient été exposées à des produits phytosanitaires. À quoi servent les résultats? Donc, de résidus de pesticides dans les matrices apicoles, ça nous sert pour améliorer les connaissances sur les expositions réelles que vont avoir les abeilles. Nourrir la banque de données sur l'observatoire des résidus des pesticides et faire remonter tout cas d'intoxication au niveau de l'ANSES via la pharmacovigilance. Et surtout aussi identifier des pratiques phytosanitaires qui pourraient être à risque, mais c'est avant tout, comme on l'a dit, pouvoir avoir un support de discussion entre les acteurs de la filière agricole et apicole. On va vous présenter essentiellement les résultats de 2 années, donc de l'année 2019 et de 2024. Pour vous montrer, donc en 2019, le rucher était installé en Haute-Saône, donc sur un territoire avec des grandes cultures, mais aussi la présence de forêts. Donc ça se ressent un peu dans le bol pollinique que vous avez sur le graphique, où on voit que le colza était quand même majoritaire, sauf en début d'expérimentation, où les abeilles sont plutôt allées sur le charme et le prunus parce que le colza n'était pas encore en fleurs en totalité. Mais on voit que quand même, elles vont butiner en majorité le colza, c'est-à-dire qu'elles vont là où les ressources sont le plus facilement accessibles et le colza est vraiment très intéressant pour elles. Donc à la floraison du colza, l'agriculteur a appliqué un fongicide qui s'appelle Propulse le 24 avril 2019, matérialisé par une étoile bleue sur le graphique de droite. La teneur la plus forte détectée dans le pollen concernait le fluopyrame en rouge, appartenant à la famille chimique des SDHI. Sa concentration a été jusqu'à 5 fois plus importante que le prothioconazole en jaune de la famille des triazoles, alors qu'il est contenu à part égale avec le prothioconazole dans le produit utilisé, fongicide. Ces molécules ont été rémanentes dans le pollen de colza pendant le mois qui a suivi son application et jusqu'à la fin des analyses, vu que les abeilles ont butiné majoritairement le colza pendant tout ce temps.
le boscalide en vert, toujours de la famille des SDHI, et le metconazole en bleu, de la famille des triazoles, molécules constituant le fongicide Effilor, ont été détectées dans une moindre mesure car l'application a eu lieu dans des parcelles plus éloignées du rucher. Sur le graphique de gauche, le fluopyrame était également présent dans les abeilles, contrairement au prothioconazole non détecté. Ces deux matières actives sont les seules quantifiées dans les butineuses, à des teneurs 10 fois moins concentrées que dans les pollens par contre. Si on compare maintenant au DL50, sachant que c'est la dose létale 50 qui représente la quantité de molécules qui causent la mort de la moitié d'un groupe d'abeilles. Pour le boscalide, à titre d'exemple, c'est 200 microgrammes par abeille et le fluopyrame, c'est 100 microgrammes par abeille. Les doses retrouvées de boscalide et de fluopyrame sont nettement inférieures à ces doses létales 50 et donc a priori sans danger. Notez que 2 traitements sur 3 effectués sur le territoire pendant la période de suivi ne sont pas détectés dans les matrices apicoles étudiées. On retiendra que les 2 molécules avec les plus fortes concentrations dans le pollen en 2019 et ensuite en 2020 concernent des fongicides de la famille des SDHI, fluopyrame et boscalide, avec une persistance d'au moins 30 jours après l'exposition des abeilles. Donc, si possible, il est préférable de choisir des molécules fongicides d'autres familles chimiques. Pour continuer, en 2024, le rucher était installé dans le Nord-Franche-Comté. Donc là, vous pouvez voir sur la cartographie que c'était une zone vraiment de grande culture avec moins d'autres ressources. Et ça se ressent dans le bol pollinique des abeilles où tout au long de l'expérimentation, elles sont allées principalement sur le colza qui est en jaune sur le schéma avec un petit peu le prunier. Alors, vous voyez un trou au niveau du schéma, c'est que la météo cette année était très mauvaise. Et en fait, il y a une semaine où nous n'avons pas pu faire de prélèvement de pollen parce que les abeilles ne sont pas sorties en raison des pluies importantes qu'il y avait sur le territoire. L'agriculteur qui a été suivi dans ce cadre-là a appliqué le 31 mars 24 un insecticide à base de tofluvalinate sur son colza, puis le 28 avril du metconazole en fongicide pour son colza, et ceux-ci n'ont pas été retrouvés dans les analyses. Par contre, les matières actives retrouvées dans le pollen et les butineuses, sur les schémas du bas, sont le fluazifop P, qui est un herbicide à multi-usage qui a pu être utilisé sur céréales à cette époque. Du prothioconazole et fluopyrame ont pu être appliqués en fongicide, mais sur d'autres colzas du secteur. Et d'autres substances retrouvées dans les butineuses, comme de la permétrine, qui est un insecticide de la famille des pyrétrinoïdes, non homologué sur grande culture, qui a plutôt un usage possible en produits vétérinaires contre les puces et les tiques. Et le 2-phénylphénol, qui est un agent conservateur, utilisable en protection du stockage d'agrumes ou de matières, et un désinfectant d'hygiène humaine et animale, classé perturbateur endocrinien de catégorie 2. Donc, a priori, on ne sait pas d'où sortent ces molécules. On a vu à travers les bols polliniques que le colza est une ressource importante pour les colonies d'abeilles. Et même si on respecte l'arrêté abeille, des faibles quantités de produits phytosanitaires sont présentes dans ces matrices apicoles. Pour autant, il est difficile de faire le lien entre la présence des molécules phyto et le comportement ou la mortalité des abeilles, compte tenu de la faible répétabilité de notre dispositif qui n'a pas lieu d'être un projet de recherche purement scientifique. Ensuite, sur la campagne 2021-2022, un autre suivi de rucher a concerné un essai d'une variété de colza tolérante aux sclérotinia, donc utilisée sans fongicide, puisqu'on a vu que les fongicides pouvaient être retrouvés dans les matrices apicoles. L'un des objectifs de l'essai était de constater des différences sur l'état des colonies en fonction de leur exposition aux produits phytosanitaires lors de leur floraison du colza. Donc avec un rucher proche de la variété plantée en colza, avec une variété BRV 703 de Corteva, tolérante aux sclérotinia donc, et un autre rucher qu'on appelle rucher témoin ici, proche d'un mélange variétal classique de colza cultivé habituellement sur la ferme suivie. Et dans les pratiques, notamment, le second colza classique a été traité au fongicide Prosaro, base de tébuconazole et de prothioconazole,
tandis que le colza BRV 703, donc tolérance Sclerotinia, n'a reçu qu'un produit de biocontrôle, Balade. Suite à ça, on a constaté un affaiblissement des colonies du rucher témoin, avec une baisse significative du nombre d'abeilles et de réserves en miel, et une forte augmentation de la mortalité, contrairement au rucher expérimental qui était proche du colza tolérant Sclerotinia. Ce serait lié au pic de contamination apparu suite à l'application d'un fongicide, cette fois à base de boscalide, le Pictorpro, qui a été appliqué le 20 avril 2022 sur un colza d'un autre agriculteur, mais qui était plus proche du rucher témoin. Les concentrations des pollens au boscalide ont été jusqu'à 7 fois plus importantes pour ce rucher témoin. Alors, le rucher expérimental connaît lui aussi des contaminations, comme vous le voyez sur le graphique, mais liées plutôt à l'environnement des autres parcelles agricoles. En conclusion, il y a donc tout de même un intérêt à généraliser les colzas tolérants au sclérotinia sur un territoire de butinage pour éviter l'impact du fongicide sur le colza. Alors maintenant, comment limiter l'usage des produits phytosanitaires? Sachant qu'on part du postulat que tous les insecticides sont dangereux pour les pollinisateurs, il faut avoir donc la plus grande prudence dans l'utilisation de l'ensemble des produits lorsque des pollinisateurs sont présents. L'incidence n'est pas toujours bien connue, notamment la synergie des effets des cocktails de molécules. Dans la mesure du possible, le mieux est de limiter leur usage. La réduction des traitements phyto passe donc par l'utilisation d'un ensemble de leviers agronomiques d'anticipation et ou d'évitement, qui sont résumés sur cette diapositive. Par exemple, je citerai l'utilisation de variétés résistantes ou tolérantes, comme on a pu le voir avec le colza BRV 703, qui permet l'évitement de certains traitements. Les associations d'espèces peuvent limiter l'impact des ravageurs selon les années. Ou encore semer un mélange de variétés de colza avec une petite quantité d'une variété précoce à floraison pour capter les mélégètes. Et si on doit tout de même traiter, toujours bien lire les prescriptions figurant sur l'étiquette du produit phytosanitaire en lien avec l'emploi en présence d'abeilles. Ce qui nous amène tout naturellement à parler de l'arrêté abeille, qui modifie les règles qui s'appliquaient depuis 2003. Et donc, depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles mesures s'appliquent afin de protéger les abeilles et les autres pollinisateurs lors d'un traitement phytosanitaire. Cette fois, l'application d'un produit autorisé sur une culture attractive en floraison doit être réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil. Ça, pour permettre aux abeilles de rentrer à la ruche. Tous les produits phytosanitaires, cette fois, sont concernés, non pas seulement les insecticides. Une liste de cultures non attractives a été définie, elle est listée dans le carré gris. Toutes les cultures non mentionnées dans cette liste sont considérées comme visitées par les abeilles en période de floraison et font l'objet de ces règles spécifiques. L'ensemble des produits fait l'objet d'un nouvel examen afin de déterminer si leur utilisation est possible en période de floraison. Donc, dans tous les cas, il est indispensable de lire attentivement les règles d'utilisation listées dans l'autorisation de mise sur le marché pour l'usage du produit qu'on veut en faire. Et si vous voulez aller plus loin dans le détail de l'application de l'arrêté, des fiches explicatives ont été réalisées dans le cadre du projet OCAPI. Le lien est disponible à la fin de cette présentation également. Alors, avant de passer à la deuxième partie, nous faisons un temps de questions-réponses. Exactement. Je vous laisse, poser, vos questions sur cette première partie de présentation. Vous les posez dans l'onglet Q&A ou dans la conversation. Alors, on a une première question. Les graphiques montrent des concentrations de j'imagine que c'est matière active? N'hésitez pas à me corriger si c'était pas ça. Est-ce que vous avez des graphiques sur la mortalité selon les modalités?
Alors, on n'a pas de graphique, il n'y a pas de mortalité d'abeilles, enfin de colonies d'abeilles en tout cas qui ont été identifiées. Il n'y a pas eu d'intoxication aiguë avec des grandes mortalités d'abeilles qu'on a pu avoir. Par contre, en début de présentation, je vous parlais de la dynamique des colonies et de l'évolution normalement que doivent prendre les populations d'abeilles. On a pu observer sur certaines années d'expérimentation en fait qu'il y avait une diminution du nombre d'abeilles par rapport au cours de l'expérimentation, par rapport à ce qu'il y aurait dû avoir si aucune abeille était morte de façon prématurée. Après, c'est un petit peu difficile d'extraire plus d'informations de ça parce que il peut y avoir plusieurs données, comme on a vu. Ça peut être multifactoriel. Peut-être que cette année-là, il y avait une mauvaise météo et que les colonies des abeilles n'ont pas pu rentrer à la ruche. Donc, c'est un petit peu difficile de vous les présenter telles quelles avec le peu de données qu'on a sur les colonies. Ok, Par contre, on voyait bien qu'à chaque fois, on ne dépasse pas la limite, la DL50. ok. Euh, on a d'autres questions. Alors, une autre question, comment est-ce que les apiculteurs ont accueilli les résultats des expérimentations que vous avez menées? Comme on a pu le voir, c'est vrai que les ressources en colza, le colza, malgré tout, c'est une ressource importante pour les apiculteurs, notamment en début de saison. C'est la première grosse mielée qui est significative dans les secteurs et c'est assez important pour eux. Donc, je pense qu'il y avait déjà un petit peu cette notion, notamment il y a quelques années, il y avait des mortalités aiguës, hein, pour le coup, des butineuses avec des vraies pertes. Donc là, ça permet un petit peu mieux de se rendre compte. Voilà, en tout cas de ce qui est ramené à la ruche par les abeilles et ça a été un vrai outil pour pouvoir communiquer avec les agriculteurs. Voilà. Chez les apiculteurs, souvent ils sont sur des terrains d'agriculteurs, donc de pouvoir échanger avec eux et d'ouvrir le dialogue, notamment sur les moments de mise en place du traitement et autre chose. Donc, je pense que c'était déjà un peu connu. Au moins, ça permet de voir les chiffres, d'avoir des données sur les territoires et de voir. On vous a pas mis il y a une année où, par exemple, l'arrêté abeille n'a pas été respecté et où, en fait, il y a eu un traitement qui a été fait sur colza en fleurs. Et là, on voit que les abeilles ont ramené beaucoup plus de matière active sur les colonies. Donc, déjà, juste avec le respect de l'arrêté abeille, ça limite quand même l'exposition des abeilles. Donc, ça permet d'avoir quelques données pour pouvoir échanger entre agriculteurs et apiculteurs. Donc ça a été plutôt bien pris. Ok. On a une autre question. Est-ce que suite à vos résultats, il y a eu une enquête des autorités qui a été menée? Non, C'est-à-dire que non, il n'y a pas eu non. par rapport à ça. Non, non. Après, l'idée, c'est de Euh, pas forcément pointer du doigt des pratiques ou autres, c'est vraiment de pouvoir discuter et échanger. Oui, ok, c'était vraiment, enfin, de toute façon, il n'y a pas eu d'intoxication particulière à un produit et donc le SRAL était au courant et suivait nos travaux, participait aux ateliers de concertation entre agriculteurs et apiculteurs. Donc voilà, tout le monde était au courant au fur et à mesure des années de suivi de ce qu'on retrouvait et le but n'était pas de stigmatiser les agriculteurs, mais bien d'apporter des données précises pour échanger, entre eux. ok. Et cette même personne me demande si il y a des limites maximales de résidus dans le pollen qui existent. C'est pas du pollen pour la consommation, celui-ci. C'est pas pour la consommation humaine, certainement qu'il doit y en avoir dans le pollen de consommation humaine. Mais là, c'était vraiment pas le but. C'était plus regarder, c'est la nourriture des larves en fait. Et je saurais pas dire comme ça, mais certainement qu'il doit y en avoir. Ok. Euh, Ensuite, une autre question. D'anciennes études soupçonnaient des effets délétères du boscalide sur la qualité de ponte des rennes. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Peut-être avec ton observation du couvain? Est-ce que tu as vu des choses par Euh, rapport au couvain? Oui, par rapport au couvain, on a vu qu'il y avait des diminutions de couvain sur voilà, les années où il y avait eu du boscalide, où en effet la dynamique des colonies n'était pas la même. Donc en termes de nombre d'abeilles et aussi taille du couvain, où normalement sur cette période de l'année, entre mars et mai, ça doit être exponentiel. Après, on n'a pas assez de données pour mettre ça sur le dos du boscalide ou autre, donc ça sera compliqué de dire si c'était réellement ça la raison, mais en tout cas, on a eu des observations, donc on peut émettre cette hypothèse, oui. Ok. Et dans la même lignée, on a un petit peu la même question, l'effet sur les colonies et à quel niveau du fluopyram et des triazoles spécifiquement? Eh ben, je crois que tu as observé un peu
d'abeilles traînantes? Est-ce que ça peut être lié, à l'application de ces familles fongicides? Peut-être que ça peut être le cas. Après, au niveau du réseau qu'on a des ADA donc, et de l'ITSAP, il y a des travaux en cours justement parce qu'on a beaucoup de données au niveau national pour avoir un peu plus de force dans nos analyses et peut-être qu'il y aura un peu plus de ce type d'information qui pourra ressortir. Mais pour le moment, l'étude est encore en cours. En tout cas, on n'a pas eu de grosses, Non. mortalités, voilà, des mortalités Ouais. habituelles pour une saison apicole, en tout cas. Pas d'effet de cause à effet direct et Non, identifié. OK. non. On va prendre une dernière question et après je vais vous laisser passer à la suite, sinon vous n'aurez pas le temps. Est-ce que les colzas résistants, produisent autant de mmh, enfin, sont aussi bons pour les mielés que les autres? Ou est-ce qu'il y a aussi, une différence là-dessus? Alors, on Euh, a souhaité voir la présence des pollinisateurs sur les 2 espèces, justement, les 2 variétés plutôt, le colza tolérant et l'autre colza et d'après les observatrices, c'était pas lié à la variété, mais plus lié à l'environnement des 2 colzas. Il y en avait un qui était plus en milieu, ouvert agricole et l'autre où il y avait plus de haies et de prés autour, ce qui favorise la venue des pollinisateurs. Forcément, ils sont là où il y a le gîte et le couvert et donc elle a émis l'hypothèse que c'était pas la variété qui faisait l'attrait, mais plutôt l'environnement, des abeilles. OK. Bon, merci beaucoup pour cette réponse. Je vous laisse aller voir la conversation, tous les participants. Il y a des petites réactions intéressantes et Céline et Marie, je vous laisse, reprendre votre présentation. Merci. Donc dans cette deuxième partie, nous allons vous donner des éléments pour améliorer les ressources alimentaires des pollinisateurs, puisque nous avons dit tout à l'heure que le manque de nourriture était l'une des principales causes de mortalité des abeilles. Mais avant, on va à nouveau sonder vos connaissances avec 3 questions et j'espère que vous pourrez revenir sur le diaporama facilement. Et on va vous laisser répondre à la première question qui est: quel est en France le pourcentage d'espèces cultivées pour l'alimentation humaine dépendante de l'action des insectes pollinisateurs? Et vous avez la réponse qui s'affiche, donc c'était 72%. Je vous propose de passer à la prochaine question. Quel est le gain de rendement du colza grâce à la pollinisation? Et on va peut-être passer à la dernière, où là, on vous a fait 3 propositions de couverts intermédiaires. Et à votre avis, lequel est le plus bénéfique pour les abeilles? Et si vous avez fini, je vous propose de revenir sur le diaporama. On va pouvoir un petit peu plus en discuter. Donc la première question était: quel est le pourcentage d'espèces cultivées en France qui vont dépendre de l'action des pollinisateurs? Et selon un dernier rapport, il y aurait à peu près 72% des espèces qu'on cultive qui vont être impactées par la présence ou non de pollinisateurs. Voilà, par rapport à ça. Et ben Céline, je peux te laisser remettre la diapositive d'après où justement on vous montrait rapidement et on l'étaiera un peu plus par la suite les différentes cultures qui peuvent être impactées. Concernant le colza, il y a différentes études qui ont montré que la présence de pollinisateurs, donc notamment de ruches à côté des champs de colza, pouvait augmenter le rendement jusqu'à 50%, ce qui est quand même assez intéressant et qui montre bien l'interdépendance entre agriculteurs et apiculteurs. Et pour finir, sur les 3 possibilités de couverts qu'on vous avait présentées, le plus intéressant était le premier avec sa composition sarrasin, facélie, moutarde blanche et radis noir, parce qu'en fait, ça offre en diversité de ressources pour les abeilles et ce sont des plantes qui ne vont pas forcément fleurir en même temps, donc ça va permettre un étalement de la floraison du couvert et d'offrir aux abeilles une plus large période avec des aliments à proximité. Et donc dans Voilà, cette diapositive, vous pouvez voir un panel par filière des cultures les plus mellifères et par rapport à ce qui nous concerne en grande culture, colza moutarde, donc on a dit qu'il pouvait y avoir les études ont montré jusqu'à 50% de gain de rendement en colza, févrole, tournesol, sarrasin. Donc les pollinisateurs se nourrissent beaucoup dans les parcelles agricoles lorsque ces cultures y sont produites. Donc dans son assolement, pensez aux cultures mellifères, donc celles qui sont listées ici, et aussi les pollinifères tels que des légumineuses ou le maïs pour nourrir les pollinisateurs. Ici, on vous reprend la courbe de l'augmentation du nombre des abeilles dans une colonie d'abeilles.
Donc, comme on a pu voir, après la phase de développement de la ruche, en fait, il y a des périodes dans l'année où il va y avoir moins de ressources dans la nature. Donc, c'est ce qu'on appelle des périodes de disette, qu'on peut retrouver voilà, entre ce qu'on appelle la mielée de printemps et la mielée d'été. Et après, entre la mielée d'été et souvent l'apparition du lierre, qui est la dernière grosse ressource importante sur nos territoires pour les abeilles qui vont les aider à passer l'hiver. Mais dans cette période-là, les abeilles trouvent moins de ressources. Et donc, cette illustration représente des leviers disponibles pour aménager le territoire et le parcellaire agricole pour renforcer la disponibilité en nectar et en pollen pendant ces périodes de disette. Il est possible d'agir autour de sa parcelle par les bordures de champs qui fleurissent, les haies ou des bandes fleuries aménagées. Dans sa parcelle, en semant des cultures, des jachères ou des couverts mellifères. Et là, on va parler plus spécifiquement des couverts d'interculture, et notamment ceux qui ont été testés avec la Fédération de chasse, dont je vous parlais en introduction. Pour les couverts, il est important donc d'y intégrer des espèces mellifères qui fleuriront à l'automne, donc avec un semis précoce. Préférez un couvert diversifié avec différentes essences mellifères. Maintenir ce couvert dans le temps pour qu'il puisse éventuellement atteindre la floraison, voire monter à graines ensuite pour d'éventuels impacts sur la petite faune. Et évidemment, le détruire mécaniquement plutôt que chimiquement. Et pour cela, on a étudié et proposé différents couverts qui ont été testés. Donc notamment des couverts favorables aux pollinisateurs qui sont suivis dans des réseaux d'essais locaux coordonnés par les fédérations de chasse. Donc ici, vous avez 3 exemples de couverts intéressants. Si les mélanges testés apportent suffisamment de bénéfices agronomiques, économiques et environnementaux, ils sont estampillés mélange agrifaune interculture. Donc ça peut être ceux-là qui sont recherchés pour les semis. Et par rapport aux recherches qu'on avait menées sur les abeilles, sur le bol pollinique, on vous a juste présenté l'expérimentation en 2022 qui avait lieu sur le territoire de Belfort, qui est un territoire plutôt grande culture avec un peu moins de présence de haies ou de bocage. Et on voit bien que là, les ressources sont assez importantes pour les abeilles parce qu'elles sont principalement allées récupérer du pollen sur les couverts intermédiaires, parce qu'il y avait moins d'autres ressources disponibles dans leur environnement. Donc, ça a une vraie importance pour elles et ça leur sert, ça leur est vraiment utile. Dans le cadre de cette enquête aussi, on a voulu essayer d'émettre l'hypothèse, savoir si ces couverts les aidaient à mieux passer l'hiver, mais on n'a rien pu tirer de ces données parce que sur cette année-là, il y avait eu énormément de mortalité hivernale, mais pas forcément liée aux ressources, plutôt liée aux prédateurs et notamment aux frelons asiatiques. Et on vous citera aussi un autre outil de l'Institut de l'abeille, Interapie, sur internet, qui est un outil d'aide à la gestion de la ressource mellifère développé donc par l'Institut. Il recense 38 espèces mellifères et 4 mélanges pour lesquels des informations agronomiques et apicoles sont connues et utilisables en interculture ou en jachère. Les espèces à implanter peuvent être choisies en fonction de leur utilisation, de leur intérêt agronomique et apicole. Et pareil, un lien vers le site est disponible à la fin de cette présentation. Ensuite, on va vous parler d'un autre suivi de ruchers, cette fois à proximité de champs de sylphie en Haute-Saône. La sylphie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une plante pérenne à forte biomasse. Vous aurez une photo dans la diapo suivante, qui se développe depuis 2019 sur le territoire français pour des débouchés en fourrage animal pour alimenter des méthaniseurs en complément du maïs. Elle aurait également un intérêt apicole du fait de sa longue floraison de 2 mois en été. Donc, dans le cadre de l'acquisition de références technico-économiques sur cette plante en Haute-Saône, avec Marie, nous avons souhaité évaluer sa production de nourriture pour les abeilles, avec un suivi sur les 3 premières années de développement de la sylphie.
Donc, comme on l'a vu, la floraison arrive vraiment sur la période de disette pour les colonies, donc ça avait un vrai intérêt. Et on voulait vérifier si on arrivait à avoir les mêmes données que dans la littérature, qui estime à peu près à 80 kilos de miel en rendement à l'hectare pour les abeilles. Donc, on a fait un suivi pendant 3 années entre 2022 et 2024. La première année, on avait seulement suivi le poids des colonies pour voir s'il y avait une évolution du poids des colonies en présence de sylphi. La deuxième année, on avait fait une comparaison entre deux ruchers, un rucher expérimental proche d'une culture de sylphi et un rucher témoin. Alors, on n'avait pas pu démontrer que la sylphi permettait de produire du miel parce qu'en fait, sur le rucher témoin, il y avait des champs de sarrasin à proximité, donc les ruchers témoins avaient pris plus de poids que le rucher expérimental. Et donc pour la dernière année d'expérimentation, on a voulu plutôt s'axer sur l'attractivité de la culture, voir si on arrivait à observer des insectes, notamment les abeilles, sur la culture et pouvoir voir s'il y avait un intérêt, parce qu'on s'est rendu compte que dans nos régions, en tout cas, on n'arrive pas à faire une production de miel pour l'apiculture, mais en tout cas, voir si ça permettait aux abeilles de maintenir leur développement pendant cette période de disette. On va vous montrer les résultats rapides de cette année. Donc ça, c'est le bol pollinique qui a été observé lors de la 3e année d'expérimentation. On peut apercevoir que la sylphie est assez présente tout au long de l'expérimentation. Donc les abeilles sont bien allées dessus. Il faut savoir que les colonies d'abeilles qu'on a étudiées n'ont pas forcément pris de poids pendant cette expérimentation. Par contre, grâce à la dynamique des colonies, on a pu se rendre compte qu'elles n'avaient pas pris de poids, mais en fait, c'est qu'elles avaient perdu en nombre d'abeilles dans la colonie et en taille du couvain, ce qui est tout à fait normal sur cette période, c'est le développement normal d'une colonie. Par contre, que leur réserve en miel avait augmenté. Donc, ça ne permet pas de faire du miel qui va permettre à l'apiculteur de faire une récolte, en tout cas avec le nombre d'hectares qu'on a implantés sur le territoire. Par contre, ça offre quand même une vraie ressource pour diversifier le bol alimentaire des abeilles et ça leur a permis de pouvoir augmenter leurs réserves de miel pour la préparation en hivernage, donc d'éviter ou en tout cas de réduire le nourrissement par l'apiculteur par la suite. Donc c'était assez intéressant et on a pu voir que la culture sylphie était quand même bien visitée par les abeilles. Je vais passer rapidement sur d'autres aménagements qui peuvent attirer les abeilles, comme les bandes fleuries et les jachères, qui ont plusieurs rôles pour les pollinisateurs: fournir une diversité de formes et de fleurs, comme on le voit sur les images, pour permettre à de multiples insectes de se nourrir, d'assurer une floraison longue et étalée dans le temps, avec des espèces à floraison précoce, d'autres tardives, afin de permettre aux pollinisateurs et aux auxiliaires de bénéficier de ressources en dehors de la floraison des cultures et de disposer de strates végétatives différentes. Les mélanges commerciaux peuvent fournir des espèces hybrides, parfois stériles et importées, n'apportant pas des ressources alimentaires comme le nectar et le pollen. Donc pensez à vous assurer de la provenance auprès de vos semenciers, sachant que le label végétal local offre cette alternative certifiée. Lorsqu'on souhaite implanter de nouvelles haies, il faut choisir des essences avec une succession large de floraison, de février à septembre. Cela permet de compléter en diversité, en abondance, dans le temps et dans l'espace, la flore déjà présente localement. Et notamment, toujours prévoir ces 4 essences importantes au développement de la colonie tout au long de la saison, que sont le noisetier, le lierre, le merisier et le sureau. Et vous avez pour ça aussi à votre disposition des outils des chambres d'agriculture pour faire des choix éclairés, tels que l'outil Auxil-Haie ou encore une liste des plantes attractives à semer ou à planter. Et après, à quoi servent tous ces résultats? Pour nous, avant tout, c'est un support de discussion entre les acteurs de la filière apicole et agricole. Donc les faire échanger positivement plutôt entre eux, hein, c'est ce qu'on a observé. Les sensibiliser à l'enjeu de la prise en compte des pollinisateurs dans les pratiques. Faciliter la compréhension de la réglementation abeille, qui est un peu compliqué des fois à assimiler, et proposer et diffuser des pratiques agricoles plus favorables. Tout en sachant
ce qu'on a dit tout à l'heure, les insectes pollinisateurs sont essentiels à 72% des espèces cultivées en Europe. Et plus il y a de pollinisateurs présents, meilleurs seront les rendements en termes de quantité et de qualité. Et pour aller plus loin, donc on a un nouveau projet en cours qui s'appelle Fitapi sur l'année 2025 et 2026. On se rend compte qu'on a beaucoup de résultats d'expérimentation et dans le cadre de la territorialisation du plan Ecophyto, l'idée c'est de pouvoir faire une concertation entre acteurs locaux, c'est-à-dire agriculteurs, apiculteurs, apprenants, enseignement de l'agriculture et aussi conseillers agricoles pour identifier des alternatives qui vont être acceptables aux produits phytosanitaires sur les grandes cultures mellifères. Et pour ça, on a prévu la création d'une mallette à outils pour pouvoir communiquer auprès des agriculteurs, apiculteurs et autres acteurs du territoire qu'on essaiera de diffuser par la suite pour limiter l'exposition des pollinisateurs et trouver des solutions pour rendre l'environnement plus favorable. Et voilà, vous retrouverez l'ensemble des liens pour en savoir plus. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de votre attention. Pardon, Céline. Merci à vous pour cette présentation qui était très intéressante. Donc, tous les liens qui sont partagés dans cette diapo et dont Céline et Marie ont parlé pendant leur présentation sont également dans le chat à l'instant et seront présents dans la description de la vidéo YouTube du replay. Maintenant, on va prendre encore 5 petites minutes pour des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation dans l'onglet Q&A. En attendant que les participants posent des premières questions, je voulais vous demander comment les apiculteurs choisissent l'implantation de ruches dans un milieu agricole. Il faut savoir que les apiculteurs, contrairement aux agriculteurs, ont rarement des terrains et en fait vont passer par la location de terrain. Donc souvent, ils vont aller contacter les agriculteurs proches de chez eux pour pouvoir installer leurs ruches. Après, ils vont pouvoir regarder différents critères. Donc là, ça va dépendre de chaque apiculteur, c'est-à-dire les ressources qu'il va y avoir sur le territoire et les différentes mêlées qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que les apiculteurs, souvent, vont faire ce qu'on appelle de la transhumance, c'est-à-dire qu'ils vont mettre leur colonie d'abeilles à un moment de la saison apicole pour faire un certain miel, notamment par exemple le miel d'acacia, qui a une floraison courte qui va durer une dizaine de jours. Ils vont aller emmener leurs abeilles sur les territoires où il y a de l'acacia, par exemple, pour pouvoir faire cette mêlée et les enlever par la suite. Nous, en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, on sait que, comme vous avez vu, il y a une période de disette sur le mois de juillet et août. Donc souvent, les apiculteurs vont transhumer leurs ruches sur la montagne pendant cette période de disette ou autrement vont l'emmener pour faire du miel de sapin. Donc après, le choix va se faire en fonction des disponibilités et en fonction des ressources qu'il va y avoir sur le territoire, mais aussi en fonction de l'implantation des autres ruches sur le territoire, parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de ruches, il y a aussi beaucoup d'apiculteurs sur le territoire. Donc l'idée, c'est d'essayer de pouvoir répartir au mieux les colonies d'abeilles en fonction des ressources. Ok, merci beaucoup Marie. On a une autre question qui est arrivée. Comment est-ce que vous évaluez le bol pollinique qui est attribué à telle ou telle fleur? Donc en fait là, comme vous avez vu sur la photo du début, on a des trappes à pollen. Donc on va recueillir tout le pollen qui est ramené par les abeilles pendant 3 jours. On va fermer les trappes à pollen. On va récupérer, on va envoyer en laboratoire pour faire des analyses palynologiques. Donc eux, ils vont récupérer les pollens, ils vont voir quels taxons sont présents et en quelle quantité dans ce pollen qu'on a récupéré. C'est comme ça qu'on le sait. Ok, merci beaucoup. Une autre question, quels sont les outils de communication que vous avez mis en place entre apiculteurs et agriculteurs? Alors, on a fait, avant les débuts de Survapid, donc de nombreuses rencontres de terrain, donc soit au rucher, soit en terrain agricole, en invitant des apiculteurs et des agriculteurs du secteur. À partir du projet Survapi, on a développé des outils d'animation pour les faire échanger plutôt sur des rencontres en salle. Notamment, je me rappelle en 2019 d'un atelier autour de la technique du photolangage pour les faire échanger sur leurs enjeux agricoles. Et prochainement, nous allons tester un nouveau jeu sérieux proposé par l'Institut de l'abeille
qui pourrait s'apparenter, j'imagine, à Mission Éco-Phyto pour ceux qui le connaissent, et qui permettra aussi d'initier, de favoriser les échanges entre agriculteurs et apiculteurs. Donc des outils existent et il y en a qui sont recensés également sur le site internet qui a été créé via Okapi. Et nous n'hésiterons pas, nous aussi, à les mettre en avant dans notre mallette dans le cadre de notre projet Fitapi. OK, merci Céline. Et on a d'autres questions. Donc j'ai encore une question. Tout à l'heure, on a posé la question de comment est-ce que ça avait été accepté par les apiculteurs et par les agriculteurs, du coup, qui sont partenaires du projet. Comment est-ce qu'eux, ils l'ont reçu? Est-ce qu'ils ont appris des choses? Est-ce qu'ils envisagent de éventuellement faire évoluer leurs pratiques suite Oui, aux résultats? ouais. Oui, tout à fait. Quand les premiers résultats de Survapi sont tombés, déjà, ça permettait donc de se connaître entre apiculteurs et agriculteurs, parce que même si ils se voient, ils se croisent, ils n'échangent pas forcément beaucoup sur le terrain. Donc, ça a été un espace de découverte de leur métier, déjà, savoir leurs pratiques et l'incidence que pouvaient avoir certaines pratiques agricoles sur les pollinisateurs. Et notamment quand on s'est rendu compte que les abeilles étaient un petit peu affectées par les fongicides de la famille des SDHI, on a proposé à l'agriculteur de passer à d'autres familles chimiques, ce qu'il a fait. Et voilà, ça s'est répercuté de manière assez positive sur les quantités détectées les années suivantes. Ensuite, on a proposé, quand les nouvelles variétés tolérantes au Sclérotinia sont sorties, de tester celle-ci, puisque jusque-là, on n'avait pas trop de solutions pour éviter le traitement fongicide en floraison. C'est vrai que ça a été un atout d'avoir ce genre de variété qui se développe, sachant que potentiellement, en fonction de l'année, elle n'empêche pas d'avoir un fongicide, mais en tout cas, de ce qu'on en a observé chez nos agriculteurs qui les ont testés, ils ont pu s'en passer ces dernières années, à part l'année dernière où c'était un peu compliqué au niveau météo et où la pression maladie était un peu plus forte. Donc, très contents. Quand ils se donnent la peine de venir en rencontre, ils sont très contents d'échanger les uns avec les autres et d'apprendre à se connaître. OK. Bon, bah, très bien. Une belle initiative en somme. Oui. Bon, on n'a pas plus de questions, donc on va peut-être clore ce webinaire pour ne pas finir trop en retard. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode de la saison 2 des webinaires DefiFerm. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que le webinaire a répondu au maximum à vos questions. Désolée pour les petits incidents techniques du début. Si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, vous pouvez contacter nos intervenants. Vous avez leur contact sur le diaporama qui sera disponible par la suite. Donc le replay sera disponible très rapidement. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle sur le webinaire DefiFerm pour recevoir toutes les infos sur les prochains épisodes ainsi que les liens des replays. Le prochain webinaire se tiendra le jeudi 5 juin et il portera sur une thématique d'animation d'un groupe d'agriculteurs, aider la connaissance des sols et l'approche à adopter pour trouver des améliorations. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Merci Marie et Céline pour votre présentation et bon après-midi. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.